Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette huitième masterclass de l'opération Milliard. Donc, je vais vous rappeler un petit peu les règles de fonctionnement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité particulier du Crédit Coopératif, en la personne d'Imad Tabet. Vous aurez donc l'opportunité, comme à chaque fois, de lui poser des questions. Pour ce faire, il suffit d'écrire dans le chat. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure, si vous avez des interrogations, à les écrire dans le chat et on les lira dans la seconde partie de la masterclass. Donc, vos micros ont été coupés pour éviter l'interruption car cette masterclass est enregistrée. Vous aurez évidemment l'accès au replay sur le site de l'Opération Milliard. Donc voilà, comme d'habitude, maintenant vous connaissez comment ça fonctionne. On va attendre quelques minutes pour laisser à tout le monde le temps d'arriver et de s'installer. Et on va donc commencer vers 18h05. Alors, ça arrive progressivement. Parfait. Donc, bonsoir à toutes et tous, à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Donc, on est sur le point de commencer cette huitième masterclass, donc, qui est dédiée à l'argent des particuliers dans la transition juste. Comme j'ai pu vous le dire juste un peu avant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser dans le chat et notre intervenant, Imad Tabet, se fera un plaisir d'y répondre dans la seconde partie de la masterclass. Mais écoutez, il est 18h05. Je vois que tout le monde arrive au fur et à mesure. Juste pour information, vous pouvez bien évidemment poser vos questions à l'intervenant dans le chat. Nous y répondrons dans la seconde partie de la masterclass. Euh, Sinon, bah, je pense qu'on peut y aller. Nous sommes à cette huitième masterclass qui est intitulée L'argent des particuliers dans la transition juste. Et donc, Imad Tabet nous fait l'honneur d'être le spécialiste et intervenant ce soir dans cette masterclass de l'opération Milliard. Donc, il s'agit du directeur de la clientèle des particuliers du Crédit Coopératif. Je vais lui donner la parole pour cette première partie où il va nous présenter un petit peu les activités qui sont les siennes et voilà, son rôle au sein du Crédit Coopératif. Imad, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Le thème de de cette masterclass, c'est l'argent des particuliers dans la transition juste. C'est ce thème qu'on va traiter ensemble. N'hésitez surtout pas à réagir, à poser vos questions. L'objectif, c'est que ce soit le plus interactif possible malgré la distance. Pour la présentation d'abord, je m'appelle Imad Tabé, je travaille au Crédit Coopératif depuis 2001, à différentes fonctions et donc aujourd'hui chargé de développer la clientèle des particuliers au sein de cette banque. Alors, qu'est-ce que le Crédit Coopératif? C'est une banque coopérative qui a été créée à la fin du 19e siècle par le mouvement coopératif français, plus spécifiquement les coopératives de consommateurs et les coopératives de salariés. On ne parlait pas de transition juste à l'époque, mais on était déjà dans un mode de production qui était alternatif par rapport au mode de production conventionnel. Le crédit coopératif, tout au long du XXe siècle, a élargi progressivement son sociétariat
puisque c'est une banque coopérative, aux coopératives, aux mutuelles, aux associations, et donc à des acteurs engagés dans l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on continue à être principalement concentré sur ces clientèles-là, avec un élargissement aux acteurs de la transition environnementale. Nous, on considère qu'on est vraiment, notre mission en tant que banque, c'est d'accompagner les acteurs engagés dans des transitions sociales et environnementales et les particuliers qui soutiennent ces démarches-là. Au-delà des discours et des principes, on a mis ça en pratique très concrètement par la création de produits qui sont vraiment dédiés à accompagner la transition sociale environnementale des clients. L'idée, c'est de faire le lien sur la clientèle des particuliers dont je suis responsable, c'est de faire le lien entre les particuliers qui nous rejoignent et qui ont cette sensibilité-là, cette volonté d'utiliser leur argent de façon utile, et les acteurs sociaux et économiques qu'on finance derrière. Donc, on a créé des produits tracés, qui sont des produits pour lesquels les dépôts collectés vont aller financer des projets portés par des acteurs de la transition sociale environnementale. On a aussi des produits de partage qui sont des produits dont les intérêts vont permettre de financer des associations ou des fondations engagées dans le domaine de la solidarité internationale, de l'action sociale ou de la protection de l'environnement. Et donc cette démarche-là, bon, je dis qu'on a créé ces produits-là. En réalité, ces produits-là, ils sont proposés de façon systématique à tous les clients qui nous rejoignent. C'est vraiment dans le modèle de cette banque d'avoir un lien finalement entre les particuliers qui sont engagés autour de cette notion de transition, enfin autour des sujets de transition, et les entreprises et les associations qui sont actives dans ce domaine-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le circuit de l'argent, c'est-à-dire que les dépôts qui sont collectés vont être utilisés pour faire des crédits auprès des acteurs de la transition. C'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, hein. J'ai donné des éléments historiques. Ça remonte à la fin du 19e siècle. Ce que je trouve aujourd'hui très intéressant, c'est qu'on sent, et pour moi l'opération Milliard est un des reflets, une des manifestations de ça, c'est que on sent qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante au sein de notre société, du fait que l'argent n'est pas neutre, le choix de la banque n'est pas neutre, ce qu'on fait de son argent n'est pas neutre en tant que particulier. Alors certes, voilà, on n'est pas un particulier, ça a moins d'épargne, d'investissement qu'une grande entreprise, mais on a chacun une responsabilité, comme on a une responsabilité sur les émissions de CO2 individuelles et sur la réduction des émissions de CO2 qu'on peut avoir à titre individuel en tant que particulier. Chacun fait sa part pour essayer de se mettre sur une trajectoire de tonnes plutôt que 10. Ben, le choix de la banque, ça a également un impact. Là, aujourd'hui, on est voilà, de plus en plus sensibilisé sur le sujet. Il y a des évaluations qui sont faites par des cabinets sur l'impact des différentes banques en termes d'émissions de CO2. Alors, une banque, ça n'émet pas ou assez peu de CO2 en direct, mais c'est via les financements effectués que les émissions sont très importantes. Bah, le choix d'une banque n'est pas neutre. Aujourd'hui, la moyenne les banques françaises en moyenne émettent 480 tonnes de CO2 par million d'euros financés, ce qui est énorme. Voilà, au crédit coopératif, c'est 4 fois moins. On est à 120 tonnes. Et donc,
C'est là où, pour le coup, le choix d'une banque n'est pas neutre, parce que quand vous déposez votre argent quelque part, bah, cet argent, il ne va pas rester dans un coffre-fort, il va servir à aller financer des projets. Et selon que vous ayez choisi telle ou telle banque, et je vous invite vraiment, pour le coup, à vous renseigner sur le sujet, pas à me croire sur parole, à aller regarder les comparatifs qui existent sur le sujet. Euh, Bah, derrière, vous allez émettre plus ou moins. Votre argent va contribuer à émettre plus ou moins de CO2 selon la banque que vous avez choisie. Donc ça, c'est par exemple, c'est une des illustrations du fait que le choix d'un établissement bancaire n'est pas neutre. Aujourd'hui, pour moi, si je vois le verre à moitié plein, c'est que cette sensibilisation est de plus en plus répandue, de plus en plus généralisée. Ces sujets-là n'étaient pas du tout évoqués il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une prise de conscience générale via la société civile, des ONG qui communiquent beaucoup sur le sujet. Et ça pousse aussi finalement l'ensemble des banques à évoluer, à être de plus en plus sélectives, et c'est une bonne chose. Voilà, il y a des personnes, il y a certains établissements qui sont en première ligne, mais ça fait bouger tout le secteur, tout le système, et c'est une bonne chose. Si je regarde le verre à moitié plein, à moitié vide plutôt, là, le moitié plein, je l'ai déjà fait. Si je regarde le verre à moitié vide, moi, ce que je trouve dommage, c'est la difficulté que nous avons. Alors, c'est vrai à mon échelle, mais je trouve qu'au niveau de notre société, c'est vrai de façon un peu plus large, la difficulté que nous avons à vaincre l'inertie. Euh, pour moi, le danger numéro un, c'est l'inertie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, des détracteurs du dérèglement climatique, alors il y en a encore, hein, malheureusement, mais finalement de moins en moins, euh, là, en France en tout cas, euh, c'est l'inertie, c'est plus problématique parce que même quand on a la conviction qu'il faudrait le faire, qu'il faudrait changer de banque, qu'il faudrait choisir un fournisseur d'énergie plus vert, qu'il y a un certain nombre d'actions à mener pour, au niveau individuel, réduire son impact environnemental, eh bien, on a tendance à différer. Le changement de banque, pour ne parler que de ce sujet-là, est un sujet qui suscite énormément de phobie administrative. C'est une des limites, peut-être la plus importante aujourd'hui, à impulser un vrai changement. Voilà, c'est ce que je voulais en propos introductif présenter. Je te propose, Pierre, de voilà, rebondir derrière sur des questions ou réactions de ta part ou de la part des participants. Écoute, je te remercie pour ce propos introductif. Pour l'instant, dans le chat, on n'a pas encore de questions. Donc, je sais que ça va venir et généralement, ça se passe plutôt voilà, sur la seconde partie. Donc, bah, n'hésite pas à enchaîner sur le développement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais noter les ordres d'arrivée des questions et je te les lirai par la suite. OK? Ok, pas de souci. Bah, du coup, je vais plus détailler parce que je suis effectivement allé vite sur ma présentation générale. Voilà, je vais passer un peu plus de temps sur les échanges, mais je peux développer. Ça marche. Donc, pour revenir, donc au-delà de la problématique générale, si je reviens de façon un peu plus détaillée sur les dispositifs que j'ai présentés rapidement sur les produits bancaires que nous proposons. Donc, j'ai dit qu'il y avait deux logiques. Il y a une logique de partage des intérêts et une logique de traçabilité. Et c'est en gros, au niveau de la banque, les deux options qui sont proposées aujourd'hui pour utiliser son argent de façon on va dire, plus solidaire, plus engagé.
La notion de partage, c'est on avait créé au Crédit Coopératif il y a une quarantaine d'années le premier fonds commun de placement de partage qui s'appelait Fin et Développement. La logique, c'est de dire, on va, plutôt que de prendre un produit d'épargne, un produit financier classique et chercher à percevoir le plus d'intérêt possible, la logique des produits de partage, c'était de dire, finalement, on va choisir un produit dont les intérêts vont être partagés avec une association, une fondation bénéficiaire. Ça paraissait assez loufoque à l'époque, hein, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas du tout il y a 40 ans. Et le fait de venir mélanger rendement financier et dons, ça paraissait étrange. Aujourd'hui, donc on a un label qui s'appelle Finansol qui permet de labelliser les produits financiers solidaires. Et sur on n'a pas les résultats encore sur 2024, mais sur 2023, il y a eu, je crois qu'on était à plus de 8 millions d'euros de dons sur les produits de partage sur l'ensemble des établissements bancaires. Et le Crédit Coopératif a contribué pour près de la moitié. On a toujours été, on va dire, très actifs dans la promotion de ces produits. On retrouve des produits de partage au niveau des livrets, des fonds communs de placement. On a créé une carte aussi qui génère des microdons. Donc, ça, c'est un des choix, et c'est peut-être le choix le plus militant, de dire finalement, je vais donner une partie de mon argent, plus exactement une partie des intérêts de mon argent, à des associations ou des fondations que j'ai choisies. Alors, notamment, on a un certain nombre d'associations qui agissent en faveur de la transition environnementale, mais aussi des associations d'action sociale, mais aussi des associations de solidarité internationale. Et là, je me permets de passer un message avec la réduction drastique des programmes de l'USAID. On a énormément d'associations de solidarité internationale qui sont dans des situations critiques aujourd'hui. Et derrière, ça veut dire qu'il va y avoir des morts. Hein. Il va y avoir des morts, il va y avoir des enfants qui vont mourir suite à la politique brutale du gouvernement Trump de réduire de façon significative la coopération, les programmes de coopération internationale aux États-Unis. Donc là, on a eu des appels au secours d'un certain nombre d'associations partenaires. Nous, voilà, on est dans une logique de soutien dans la durée et au niveau du crédit coopératif, on ne va pas pouvoir venir remplacer l'USAID, hein, mais la situation est vraiment critique sur ce front-là aujourd'hui aussi. Après, voilà, des sujets, il y en a beaucoup, mais celui-là, aujourd'hui, il est franchement problématique. Je referme la parenthèse. Donc là, il y a cette partie-là de dons des intérêts, et même si c'est voilà, les intérêts des produits d'épargne, c'est généralement des petites sommes, en additionnant finalement ces petites sommes, c'est des petits ruisseaux qui font de grandes rivières, et on arrive à plusieurs millions d'euros de dons par an, et qui sont des ressources finalement assez stables et précieuses pour les associations partenaires. La logique de traçabilité, c'est une toute autre logique. Mais là, j'ai un peu plus développé tout à l'heure. Les produits tracés, c'est simplement, finalement, s'engager à utiliser les dépôts effectués pour aller vers tel ou tel type de projet. Et donc, nous, on propose des produits. Le compte bancaire au Crédit Coopératif, le compte de base, il s'appelle le compte Agir. Et c'est un compte où, au moment où le client ouvre le compte, il choisit, s'il souhaite, que les dépôts effectués sur le compte soient utilisés par la banque pour financer l'environnement, pour financer des projets dans le domaine social ou pour financer l'économie locale.
En gros, agir pour la planète, agir pour une société plus juste ou agir pour entreprendre autrement. Et on s'engage à utiliser les dépôts effectués, en tout cas 75% des sommes qui sont sur le livret, sur les comptes. On garde une marge de liquidité de 25%, puisque bien entendu, c'est votre compte et vous pouvez venir récupérer l'argent à tout moment. Donc, il faut quand même qu'on gère ça. Mais on s'engage pour les dépôts, on va dire 75% des sommes placées, à les utiliser pour financer des projets dans le domaine choisi. On a aussi créé des livrets qui permettent de financer des projets d'économie sociale et solidaire dans la région choisie par les clients. Donc là, on a une traçabilité sectorielle sur l'économie sociale et solidaire et régionale. Le client choisit la région dans laquelle il souhaite que c'est qui souhaite développer via son épargne. Donc, on a une épargne locale qui va servir à financer des projets locaux dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ce qui fait finalement derrière cette notion de traçabilité, le fait de financer des entreprises locales dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est ce qui explique que et de le faire depuis des années, même des décennies, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui finalement on a ce bilan carbone qui est nettement moindre que celui de la moyenne des banques françaises, 120 tonnes de CO2 par million d'euros financés. Donc c'est tout à fait cohérent quelque part. Le fait d'avoir une banque qui finance les entreprises du territoire dans les secteurs de la transition, bah forcément, ces entreprises financées vont émettre moins de CO2 que quand vous allez financer des multinationales, de l'extraction d'énergie fossile ou autre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions pendant que je parlais, donc je peux peut-être les prendre. Ouais, c'est comme tu veux, soit tu termines ton Ou développement et puis on Ok, passe aux alors du questions. coup, si je peux terminer le développement, il y a un point que je n'ai pas évoqué, mais qui est bon, cohérent avec le reste. Pourquoi est-ce que on s'est positionné entre guillemets sur ce secteur de l'économie sociale et solidaire? Bah, c'est tout simplement parce que le crédit coopératif a été créé par, je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement coopératif, et au conseil d'administration du crédit coopératif vous retrouvez des fédérations coopératives, mutualistes, associatives, qui fixent la stratégie de la banque. Donc, le fait d'être une banque coopérative, ça explique pourquoi on a ce positionnement. Et, et puis, ça influe vraiment sur la politique de financement de la banque, tout simplement. Il y a une vingtaine d'années, le conseil d'administration du crédit coopératif a décidé que pour la politique de crédit, bien sûr, on regarde les risques financiers avant de financer un projet. On doit s'assurer qu'il est viable, qu'il n'y a pas de risque de défaillance, parce que derrière, c'est l'argent de nos clients qu'on prête. Hein, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des défauts ou de ne pas être remboursé. Mais au-delà des critères financiers, on a décidé de fixer, le conseil d'administration du crédit coopératif constitué de représentants de sociétaires, donc de clients, a décidé d'exclure un certain nombre d'activités. Donc d'exclure l'extraction d'énergie fossile, pardon, donc d'exclure notamment l'extraction d'énergie fossile, d'exclure les investissements dans les paradis fiscaux. Et ça aussi, le fait d'avoir, on va dire, cette double grille de lecture, bien sûr la grille d'analyse financière, mais aussi une grille d'analyse excluant un certain nombre de secteurs. Il y avait aussi le nucléaire, d'ailleurs, qui était exclu des financements. Ça, bah, c'est en grande partie ce qui explique qu'on a aujourd'hui un portefeuille de crédit, un portefeuille de projets financés depuis 20 ans qui soit, entre guillemets, beaucoup plus propre, beaucoup moins émetteur que celui des autres banques. Donc, c'est une démarche qui n'est pas récente, qui a été entreprise de longue date. Et si elle a été entreprise à ce moment-là, on va dire un peu à contre-courant et en avance de phase par rapport aux autres banques,
c'est précisément parce que on est une banque coopérative et que les personnes qui ont pris la décision étaient des personnes qui étaient elles-mêmes engagées au sein des secteurs coopératifs, mutualistes, associatifs. Voilà. Donc la gouvernance et le mode d'organisation de la banque explique le positionnement qu'on a aujourd'hui et le fait qu'on soit précurseur et, sur le sujet. Écoute, très bien, je te remercie pour toutes ces informations. On a une première question donc, de compréhension un peu généraliste Oui. avant de passer donc, aux autres questions qui sont plus sur les produits. Elle nous vient de Louise qui demande où peut-on trouver un classement de l'impact environnemental des différentes banques? Alors, il y a une association le nom m'échappe, qui sort chaque année un palmarès. Alors, si, c'est Oxfam qui sort le palmarès avec les Amis de la Terre chaque année. Et donc, le classement Oxfam Amis de la Terre fait référence dans ce domaine. Je vous invite à le consulter. Ben, je te remercie pour cette précision. Donc, on va pouvoir passer un petit peu à la partie produit et on a déjà quelques questions qui sont prêtes. Donc, voilà, on te redonne la parole, Imad. Sur la partie, parler un petit peu des produits du Crédit Coop pour les Oui, particuliers ou parce que j'ai des questions déjà à ce sujet, soit je te les pose, soit tu développes comme tu veux. bah, je préfère que tu me poses les questions. Ça On marche, verra. alors on y va. Donc on a une question de la part de Martine qui s'était intéressée au crédit coopératif il y a quelques années, mais je vis seule et on ne peut me permettre de partager l'éventuel rendement de mes placements. J'en ai donc conclu que cette banque n'était malheureusement pas envisageable dans mon cas. La situation est-elle différente aujourd'hui? Alors, comme je disais tout à l'heure, le fait de partager les rendements des placements, c'est une option qui est proposée, mais ce n'est pas obligatoire du tout. On peut très bien ouvrir un compte au crédit coopératif sans rentrer dans une démarche de partage. Euh, donc voilà, le compte Agir, qui est le compte tracé, il coûte pas plus cher qu'un compte normal. Il coûte d'ailleurs, je n'ai pas du tout parlé de tarification, mais là, on est ressorti en début d'année sur le podium des banques les moins chères, selon l'étude, le comparateur CLCV, qui allait comparer le tarif de toutes les banques françaises et qui nous a positionné comme étant, voilà, selon les profils, la banque nationale ou une des banques nationales les moins chères. Donc, on ne prend pas, par exemple, de frais de tenue de compte sur nos comptes de dépôt. Donc, on peut très bien venir ouvrir un compte tracé qui coûte zéro. Derrière, on propose la carte Agir, qui est donc une carte bancaire classique, qui va générer des dons, mais c'est le crédit coopératif qui fait des dons, c'est pas les clients. Les clients ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'abonder en faisant des dons supplémentaires, mais c'est une option. Et après, il y a les livrets d'épargne de partage qui, eux, génèrent des dons. Mais là encore, il y a toujours l'option sans don pour les personnes qui ne souhaitent pas faire de dons. Donc, non, non, on peut tout à fait venir ouvrir un compte sans être dans une logique de don des intérêts des placements. C'est toujours possible. On a vraiment développé des options de partage sur tous les produits, mais ce n'est en aucun cas obligatoire. Parfait, merci. Ben, alors on enchaîne avec la question de Thomas, qui est client Nef et Crédit Coopératif. Impossible de trouver une assurance vie réellement éthique dans une banque. Pas de financement des entreprises pétrolières, de la défense ou de L'Oréal qui font partie des packages labellisés verts. Que pensez-vous de Green Got? Alors, c'est deux questions différentes. Oui, la Euh, première, tu en as un la- peu parlé, la- et puis non, non, la non, deuxième. non, l'assurance vie, j'en ai pas trop parlé. Ok. Alors, l'assurance vie, la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de bouger. Et c'est en train de bouger sous la pression de l'Union européenne. Avant de souscrire un produit d'assurance vie, il y a la réglementation MIF qui a, alors je ne sais pas si vous avez souscrit les uns les autres, si vous avez eu l'occasion de souscrire des produits d'assurance vie dernièrement, mais avant de, voilà, j'ai connu il y a 20 ans, on arrivait, le banquier vous proposait un contrat d'assurance vie, vous souscriviez le contrat.
Aujourd'hui, c'est plus comme ça du tout. C'est-à-dire pour tout ce qui est placement financier, c'est-à-dire les comptes titres, les PEA, les contrats d'assurance vie, avant d'acheter un produit, il y a tout un questionnaire qui est assez détaillé où on va évaluer le niveau de connaissance et de compétence des clients sur le fonctionnement des marchés financiers. On va mesurer ce qu'on appelle l'appétence au risque, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que vous, en tant que personne, vous êtes prêt à prendre des risques dans vos placements et notamment des risques de perte en capital, c'est ça le sujet. Est-ce que vous êtes prêt, dans un objectif d'obtenir des rendements, à obtenir oui, donc des intérêts, un rendement significatif, à avoir un risque de perte en capital. Donc, une fois qu'on a posé voilà, toute une batterie de questions, il en découle, OK, vu vos connaissances, vu le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, vu l'horizon d'investissement, j'investis sur 3 ans, 5 ans, 7 ans, etc. Ben voilà les produits qu'on est susceptible de vous proposer, et de vous conseiller, et puis les autres, on ne vous les propose pas. Bon. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est qu'il y a un nouveau questionnaire qui a été mis en place il y a un an, qui s'appelle le questionnaire finance durable. Donc, on est venu rajouter à ces notions de risque, d'horizon de placement et de compétences financières, finalement, les critères, dans quelle mesure est-ce que donc, le client investisseur souhaite que son argent soit utilisé dans des entreprises qui soient engagées dans la finance durable, enfin engagées de façon durable. Donc engagées dans une démarche de transition notamment. Et donc depuis qu'on a mis en place donc c'est obligatoire pour tous les établissements, nous on a fait le constat qu'on avait près de 80% de nos clients qui répondaient, qui souhaitaient que leur argent, donc quand ils viennent souscrire un contrat d'assurance vie, sur 2000 questionnaires finances durables qu'on a fait, on a près de 80% des clients qui disent, moi je tiens absolument à ce que l'argent soit engagé dans des entreprises vertes ou voilà, qui sont engagées dans une démarche de transition. Alors que dans la moyenne des banques françaises, on est plutôt entre 5 et 10%. Donc, voilà, pour répondre à la question tout à l'heure. Et derrière, une fois qu'on a répondu à la question, eh bien, on va proposer des fonds qui sont où on aura exclu, par exemple, le secteur pétrolier, on aura exclu les entreprises qui n'ont pas une démarche euh, euh, environnementale, sociale ou de gouvernance engagée. Alors après se pose toute cette question de le greenwashing, à partir de quand on va considérer qu'une entreprise est vraiment verte et vraiment engagée dans la transition. S'agissant d'entreprises cotées, ça se discute toujours, mais pour autant, il y a quand même des entreprises qui sont plus engagées que d'autres. Il y a un certain nombre d'agences de notation extra-financière qui épluchent les bilans des différents établissements cotés sur le sujet. Et donc, on a de plus en plus une tendance à prendre ces sujets extra-financiers aussi au sérieux que la recherche du rendement financier. Et donc, sur l'assurance vie aujourd'hui, on a la possibilité de proposer des contrats d'assurance vie qui sont avec des supports, on va dire, qui sont responsables. On a nous-mêmes une société de gestion qui s'appelle Ecofi, qui propose, qui investit dans des entreprises, on va dire plus avec les meilleures notations sociales et environnementales, ainsi que des fonds qui sont investis dans des entreprises solidaires. Donc il y a la possibilité, y compris sur les placements, d'aller vers des produits plus solidaires et plus verts. Sur la question de Green God, qui est une toute autre question, Green God, ce n'est pas une banque, c'est
d'un point de vue juridique un prestataire informatique qui est adossé à une banque. Et moi, je trouve que c'est une démarche qui fait du bien, vraiment. Là, il y a eu pas mal d'innovations qui ont été apportées. Ça a eu le mérite de sensibiliser via la publicité qui a été faite un nombre important de personnes sur le fait que le choix, enfin que l'argent n'était pas neutre et que quelque part, ça avait du sens de mettre son argent en tenant compte de ces aspects environnementaux. Après, voilà, ça reste une société informatique qui s'appuie sur des partenaires bancaires. Donc, ce qui est important, c'est de savoir ce que les partenaires bancaires font avec l'argent, d'une part, et d'autre part, dans la mesure où ce n'est pas une banque, la palette de produits proposés est moins large que dans une banque. Mais voilà, moi j'apprécie cette démarche et globalement, je considère aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de Français qui sont sensibilisés, intéressés par ce sujet et qui sont dans des banques traditionnelles que de clients au Crédit Coopératif, à la Nef, chez Gringot ou voilà, dans les quelques établissements qui mettent en avant finalement cette recherche de solidarité et d'investissement vert. Donc c'est bien qu'on soit voilà qui ait le choix et on a devant nous de toute façon un grand marché qui ne fait qu'augmenter. Donc voilà, je ne vois pas ça comme des démarches concurrentes, mais plutôt comme d'autres établissements qui fonctionnent sur un autre modèle et qui vont finalement dans le même sens. Très bien, bah, merci beaucoup pour ces réponses. C'était très clair. Il n'y a plus de questions dans le chat, donc là, moi, j'en profite pour te poser une question. On avait un petit peu parlé de ça ensemble en préparant cette masterclass. C'est pour pouvoir donner des éléments à ceux qui nous écoutent sur vos produits, entre les produits de partage et les produits tracés, savoir comment vous êtes structurés et quels peuvent être les rendements. Comme ça, ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés pourront peut-être pousser la porte du Crédit Coop. Voilà. Alors, en ce qui concerne les rendements, bon, c'est toujours compliqué de communiquer sur les rendements parce que on sait ce que ça a rapporté, on ne sait pas ce que ça rapportera demain. Hein. On dit toujours les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Aujourd'hui, non, je peux peut-être simplement dire, dans la banque ou dans la finance, il y a un principe de base qui est le couple rendement-risque. En gros, plus on est prêt à prendre des risques, et notamment des risques de perte en capital, c'est quand même le grand sujet, plus le rendement espéré est élevé. Et après, derrière, quel que soit le couple rendement-risque, on a des produits solidaires que l'on peut proposer à nos clients. Alors, si je démarre avec le niveau de risque le plus bas, là, on va être sur les livrets d'épargne et notamment sur les livrets d'épargne réglementés, livret A ou LDDS. Aujourd'hui, on est sur un taux d'intérêt de 2,4% net pour ces livrets, qui est d'ailleurs voilà, pas si faible que ça. On a eu des moments où c'était beaucoup plus bas. Bon, on vient de passer de 3% à 2,4%. Il y a eu une baisse au 1er février du taux du livret A et du LDDS. Donc, sur le livret A et le LDDS, on propose une option de partage, donc la possibilité de partager la moitié des intérêts si le client le souhaite. Et comme derrière, le partage se fait via un don et que le don génère une déduction fiscale de 75%, au final, on retombe sur un rendement qui est de l'ordre de 2% et qui reste, on va dire, tout à fait correct pour un placement sans risque. Après, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'ont rapporté les différents fonds
différents produits financiers, ce serait vraiment fastidieux. Et puis, il faudrait vraiment énumérer les noms des produits et dire, là, bon, et puis surtout que ça n'engage, c'est pas parce que ça a rapporté l'année dernière que ça rapportera autant, moins ou plus cette année. C'est pas vraiment indicatif, mais que voilà, si on va sur des fonds monétaires ou des fonds actions, on peut espérer des rendements plus élevés, y compris quand les fonds sont investis dans des entreprises solidaires. J'ai cru voir qu'il y avait une autre question. Tout à fait. Ben, merci pour déjà ces petites explications. On a Julien qui demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous préciser quels sont les encours sur les livrets de partage au Crédit Coop? Ah, alors, je l'ai, hein, mais de tête, est-ce que je vais Si tu veux, réussir? si tu veux réfléchir, j'enchaîne parce que Non, c'est non. arrivé de Julien aussi. Réfléchir, non, c'est juste est-ce que je vais chercher dans mon ordinateur à combien on est ou est-ce que j'arrive à me souvenir du montant? Je vais peut-être y arriver. Je vais peut-être y arriver. Alors, on est, non, je vais quand même aller regarder parce que top. J'ai le chiffre, il faut juste que j'ouvre mon Ouais, fichier. je te pose Hop, la suite de la question de Julien allez. et elle va infuser pendant que tu trouves l'information. Donc Julien qui nous dit, et d'ailleurs, pourrions-nous imaginer un livret de partage dédié à l'opération milliard? Voilà. Ah, je l'attendais, cette question. Alors, d'abord, hop, je vais regarder mon fichier qui dit qu'au 31 décembre 2024, ouais, j'aurais pu retrouver, on a un peu plus d'un milliard, justement, de la coïncidence est amusante. Plus spécifiquement, 1 milliard et 65 millions d'euros sur les livrets de partage du crédit coopératif. Donc, on a 87 000 livrets de partage avec une collecte globale, enfin, un emport global d'épargne qui est à peu près d'1 milliard. Après, livret de partage au profit de l'opération milliard, euh, nos livrets de partage aujourd'hui tels qu'ils sont, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Pourquoi? Parce que nos livrets de partage, ils fonctionnent via des dons au profit d'une association ou d'une fondation. Bon, à ma connaissance, donc, et qui est habilité à recevoir des dons du public. Donc aujourd'hui, l'opération milliard, d'après ce que j'en ai compris, c'est une démarche plus générale qui cherche par différents moyens à collecter de l'argent. Et sur les dons, alors même si on a 1 milliard qui sont déposés sur les livrets, derrière, ça génère 7 millions d'euros de dons. Donc voilà, il y a un effet, on va dire, oui, on fait une forme de. C'est pas parce qu'il y a 1 milliard que ça fait 1 milliard déposé sur le livret que ça fait 1 milliard d'euros de dons, bien sûr. Donc là, pour mobiliser 1 milliard d'euros, par le don, ça me paraît compliqué. C'est plutôt des démarches d'investissement, à mon avis, vu le montant qu'il faut privilégier. Alors, il peut y avoir une partie don, mais 1 milliard de dons, c'est vraiment compliqué à obtenir, quoi. Donc, le partage ne me paraît pas être la meilleure option. Ouais, donc sans transition, selon toi, c'est quoi les meilleures options? Bah, plutôt, alors là, faut regarder voilà, ce qui existe comme forme d'investissement, mais être plutôt dans une logique d'investissement et trouver les investisseurs qui seraient en mesure de venir contribuer au fonds que vous mettriez en place. Je sais qu'il y a eu des discussions avec le groupe Crédit Coopératif et notamment avec notre filiale de capital investissement qui s'appelle ESFIN. Il y a eu plusieurs réunions avec le fondateur de l'opération Milliard. Donc, non, il y a eu des. Voilà. Après, je ne sais pas où en sont les discussions, mais en tout cas, là, je pense que c'est beaucoup plus simple de récupérer
de l'argent par le canal investissement que par le canal don, à mon avis. Merci beaucoup pour cet éclairage et ton avis, donc très intéressant. On va passer à une autre question qui nous vient de Frédéric, qui dit: J'ai compris que BPCE Vie et Swiss Life sont les assureurs derrière les contrats d'assurance vie vendus par le Crédit Coop. Je n'ai pas en tête que ces assureurs sont particulièrement engagés dans une transition juste. Quelles démarches spécifiques de choix d'actifs ont-ils mis en place pour le Crédit Coop? Alors, concernant BPCE Vie, effectivement, on est passé par BPCE Vie parce que le crédit coopératif fait partie du groupe BPCE et que donc, alors quand je dis on fait partie du groupe BPCE, ça ne veut pas dire qu'on appartient à BPCE, on appartient à nos clients. C'est simplement que on a rejoint, le crédit coopératif a rejoint en 2003, donc ça commence à dater, le groupe Banque Populaire pour mettre en commun un certain nombre de moyens et bénéficier d'un certain nombre d'expertises qu'on n'avait pas. Typiquement, on n'est pas assureur. Voilà, nous, on n'est pas assureur. Et donc, on utilise les filiales du groupe BPCE pour distribuer les produits d'assurance et notamment BPCE Vie pour les produits d'assurance vie. Après, au moment où on a rejoint BPCE Vie, on a fait tout un lobbying pour que les fonds de notre société de gestion Ecofi soient référencés dans le contrat d'assurance vie de BPCE Vie, ce qui a été le cas. Donc aujourd'hui, on a 2 fonds Ecofi qui sont référencés dans le contrat d'assurance vie de BPCE Vie et qui peuvent être distribués dans tous les établissements du groupe BPCE et en particulier au crédit coopératif. Donc après un contrat d'assurance vie, quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, en fait, à travers le contrat d'assurance vie, vous pouvez souscrire à plein de fonds. Et donc vous pouvez aller sur des sociétés qui sont pas du tout dans des démarches ou sur des fonds qui sont pas du tout dans des démarches ESG, donc pas investis selon des critères extra-financiers, ou au contraire de sélectionner des fonds et des sociétés de gestion qui sont engagés dans ce domaine. Donc dans le contrat BPCE-Vie, je le disais, il y a des fonds Ecofi, il y a aussi des fonds de Mirova qui est une société de gestion qui est vraiment spécialisée aussi avec des fonds qui sont engagés autour de la transition et des trajectoires. Donc, notamment, ils font des fonds avec des trajectoires de degrés où derrière les entreprises qui sont sélectionnées respectent la trajectoire de degrés des accords de Paris. Donc voilà, on trouve de tout dans un contrat d'assurance vie. Après, comme je le disais tout à l'heure, la clé, c'est de bien indiquer, et où, quel que soit le contrat d'assurance vie que vous souscrivez, j'ai envie de dire, maintenant, vous avez le questionnaire de finances durables qui vous pose un certain nombre de questions sur votre appétence à ces sujets-là. Faut bien dire que c'est super important pour vous et que vous ne voulez pas investir dans des entreprises classiques ou dans des fonds classiques qui n'intègrent pas ces critères. Et derrière, vous aurez des fonds qui sont sur des démarches plus engagées. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est devenu, grâce à la réglementation européenne, pour le coup, quelque chose que tous les assureurs doivent proposer. Et nous, on est ravis de ça. Parfait, bah, merci. On a Julien qui se demande si ça a été compliqué de créer ces livrets de partage et de savoir comment ça s'était passé. Oula, alors ça remonte à longtemps, à vrai dire, puisque les premiers produits de partage, c'était dans les années 80. Oui, ça a été assez compliqué. Et puis notamment la démarche ensuite de mettre en place, de décliner en fait cette logique qui au départ avait été créée pour des fonds communs de placement sur des livrets type livret A, LDDS. Mais voilà, donc il a fallu faire des développements spécifiques et puis aussi il y a eu faire reconnaître par les pouvoirs publics l'existence de ces fonds, le fait que les dons réalisés via ces fonds pouvaient bénéficier de la fiscalité des dons, etc. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à l'appui de ce qui s'appelait à l'époque l'association Finansol, qui s'appelle FAIRE aujourd'hui, qui est l'association de promotion et de développement
de la finance solidaire en France. Aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement reconnu. Alors, ça reste, je trouve, assez, assez marginal et tous les Français ne connaissent pas ce type de produit, même si la plupart des banques en proposent, mais elles n'en font pas forcément beaucoup de la promotion. Mais voilà, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, enfin pour nous en tout cas, qu'on fait assez facilement. Il y avait Ben, d'autres questions, Pierre? ouais, bah déjà, je te remercie et je ne suis pas le seul puisqu'il y a Frédéric qui dit merci Imad. Peux-tu nous en dire plus sur la démarche d'Ecofi que tu viens de mentionner? Oui, alors Ecofi, c'est notre société de gestion. Donc, c'est une filiale du Crédit Coopératif qui est spécialisée dans la gestion de fonds solidaires et responsables. Donc, globalement, Ecofi a une triple démarche de sélection des entreprises quand ils constituent leurs fonds. Alors, ils vont regarder les critères financiers, bien sûr. Ça, c'est le métier de base d'un gestionnaire de fonds. Mais il rajoute une triple grille de sélection sur tous les critères extra-financiers. C'est-à-dire qu'il commence par exclure certains secteurs, typiquement l'extraction d'énergie fossile, par exemple. Ça, il y a des secteurs sur lesquels on ne veut aller en aucun cas. Ensuite, ils vont regarder les notations extra-financières qui sont en général qui sont réalisées par des cabinets, enfin par des comment ça s'appelle des analystes extra-financiers. C'est vraiment un métier aujourd'hui à part entière d'aller étudier les bilans RSE des entreprises et avec des notations extra-financières qui sont données et avec des critères qui sont quand même assez exigeants, plutôt plus que la moyenne des sociétés de gestion. Et puis, il y a un troisième filtre qui est appliqué derrière sur une analyse des controverses. Donc, il y a vraiment une recherche qui est faite de dire est-ce que cette entreprise est impliquée dans des scandales, a subi récemment des controverses sur tel ou tel sujet. Et le fait d'avoir ce troisième filtre via l'analyse des controverses, ça permet quelque part d'intégrer une notation de réputation, les réclamations ou les remontées de la société civile finalement par rapport aux actions de ces entreprises, au-delà des indications qui sont fournies dans les bilans et les rapports RSE. Et donc, en appliquant ce triple filtre, on arrive à avoir une sélection de valeurs qui sont sur le plan extra-financier, on va dire, les mieux notés possibles. Je te remercie pour ces bonnes précisions. On a une dernière question de la part de Thomas qui dit le vrai sujet du Crédit Coop est son service client en ligne, plusieurs centaines de clients par agent, turnover important. Et donc il te pose la question, va-t-on vers du mieux? Ah, alors sur ce sujet-là, le fait que... alors, il y a eu des périodes où on a été victime de notre succès et où effectivement... ouais, quand je dis victime de notre succès, euh, on- vu qu'on est sur un positionnement qui est aujourd'hui porteur, et vu tout ce que je vous ai raconté depuis le début de la masterclass, on a beaucoup de demandes d'ouverture de compte. On a beaucoup de demandes d'ouverture de compte. On doit être une des banques en France où il y a, par rapport à notre taille, où il y a le plus d'ouverture de compte. Donc, un conseiller clientèle au Crédit Coopératif ouvre facilement plus de 100 comptes par an, ce qui est vraiment beaucoup. Et donc, après, effectivement, il faut suivre en termes de service client. Donc, il y a eu des moments où ça a été compliqué, c'est vrai. Et du coup, on a fait de gros efforts. Et aujourd'hui, sur la qualité et la relation client, ça a été vraiment la priorité de l'année 2024. Et
d'après les études qualité qu'on a fait en fin d'année dernière, bah, on est très satisfait parce qu'on a des taux de satisfaction qui sont bah, mieux que toutes les banques de réseau françaises. Je dis de réseau parce qu'il y a aujourd'hui des banques en ligne qui arrivent à être encore meilleures. Donc, c'est notre prochain challenge. Mais aujourd'hui, si on calcule donc sur les taux de satisfaction, c'est-à-dire très satisfait, moins satisfait et score de promotion, on est devant le Crédit Mutuel qui est plutôt le leader sur la satisfaction client. Donc pour le coup, voilà, on a de très très bons résultats là-dessus en 2024, mais c'est un effort permanent parce que le turnover, c'est vrai aussi, c'est quelque chose où on a été relativement épargné pendant des années. On avait des conseillers clientèle qui avaient tendance à rester longtemps, mais depuis allez, 3-4 ans, on a voilà, le même problème qu'ailleurs avec c'est un métier aujourd'hui, conseiller clientèle dans la banque où il y a beaucoup de demandes et pas, enfin beaucoup d'offres et pas beaucoup de personnes sur le marché de l'emploi. Et donc forcément, il y a de la concurrence et forcément, il y a du turnover et des difficultés de recrutement. Et ça peut derrière générer de l'insatisfaction quand le poste n'est pas pourvu pendant longtemps. Mais on y travaille. Bah, écoute, parfait, on est tout à fait dans les temps. Si tu as un dernier mot et une dernière idée que tu as envie de partager avec nos adhérents et bénévoles, n'hésite pas. Bah, moi, si j'ai un dernier mot, une dernière idée, voilà, sans faire la pub pour le coup, c'est n'hésitez pas à changer de banque. Que ce soit pour venir au crédit coopératif ou pour aller ailleurs, peu importe. Euh, il y a, aujourd'hui, on a 70% des Français qui ont le même compte en banque depuis plus de 20 ans et 50% des Français qui ont le même compte en banque depuis plus de 30 ans. Les Français, en moyenne, même quand ils ne sont pas contents de leur banque, ils y restent. Parce que c'est une espèce de je sais pas, phobie administrative, peur que ça se passe mal, etc. On a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle la mobilité bancaire, qui permet de changer de banque gratuitement. C'est la banque d'arrivée qui s'occupe de domicilier, de changer les domiciliations, de salaires, de prélèvements, etc. C'est très simple administrativement, c'est gratuit, c'est légalement obligatoire. Et donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas satisfait de votre banque ou si vous êtes embêté par le bilan CO2 de votre banque, bah, n'hésitez pas à aller vers des banques qui sont voilà, plus en phase avec vos valeurs. C'est quelque chose qui se fait facilement et voilà, tout ce qu'on peut faire pour lever ce frein psychologique, il faut le faire parce que c'est ce qui bloque aujourd'hui pour moi en premier, c'est la peur de changer et qu'il faut absolument combattre. Voilà. Message reçu, Imad. Donc moi, je fais écho à ce qu'il y a écrit dans le chat. On te remercie vraiment d'avoir joué le jeu dans cette masterclass. Et donc, évidemment, je donne rendez-vous à tous nos adhérents et bénévoles pour la masterclass numéro 9 qui s'intitule Mieux comprendre la finance pour mieux agir. Donc, on aura pas mal d'explications qui vous seront faites sur cette thématique. D'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, merci Imad. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.